Et puis, ils essayent de comprendre un peu, tout à l'heure on parlait des vins bio, eh bien, quelle est la demande des consommateurs pour les vins bio par rapport aux vins conventionnels. Donc on fait des enquêtes, on essaie, et même on leur demande quel est le consentement à payer, c'est-à-dire quel est le prix que vous êtes prêt à mettre un peu plus pour acheter un vin bio par rapport à un vin conventionnel. Alors, la réflexion de l'économiste par rapport à ça, c'est de dire, c'est bien, mais, alors si je reprends d'ailleurs cet exemple des vins bio, si vous demandez, on l'a fait pour des tas de raisons, de tas de produits alimentaires, si on demande quel est le surplus que vous êtes prêt à mettre pour un produit bio, un produit alimentaire bio, on a en général des réponses assez conséquentes, importantes. Et puis après, quand on regarde les données d'ici, mais ça ne correspond pas du tout, quoi. Les parts de marché ne correspondent pas du tout à ces surplus qu'on nous a donnés, à ces premiums qu'on nous a donnés dans les enquêtes. Et pourquoi? Parce que c'est des méthodes déclaratives. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous faire plaisir, pour ne pas apparaître pour quelqu'un qui est destructeur d'environnement ou destructeur de responsabilité sociale d'entreprise, eh bien, on déclare ce qu'on veut à l'enquêteur. Et donc, c'est un peu le problème pour les économistes expérimentaux. Et donc là, j'en arrive aux marchés expérimentaux, qui est de dire, non, il faut vraiment faire des marchés qu'on va contrôler, c'est-à-dire qu'on va bien comprendre d'où viennent les données. C'est ce qu'on fait à la différence de cette première méthode-là. Et puis, on va essayer d'utiliser des méthodes de révélation de consentement à payer, où vous êtes obligé, c'est-à-dire, je pourrais vous faire l'exemple là maintenant, on va peut-être faire un petit jeu là, mais je vais vous faire révéler véritablement votre consentement à payer, et voir vraiment votre intention d'achat sur un marché expérimental. Alors, je vous donne un exemple ici. Je reprends mon exemple de Lucéade. Je pose la question, alors, comment est-ce qu'on se forme son consentement à payer? On dit, bon, si je prenais un prix très élevé, 55 €, bon, c'est peut-être un peu trop élevé pour acheter une bouteille de Lucéade. Après, on descend 34 €, ok, s'il est vraiment bon, vous voyez? Et puis après, on descend 23 €, oui, parce qu'il est peut-être pas, il correspond exactement à mes goûts, enfin, ça correspond, et puis, le risque qu'il soit mauvais, une fois que j'aurai ouvert la bouteille, quand on ne la connaît pas, bah, il n'est pas si important, c'est quand même un Pessac-Léognan, etc., etc. Donc, on arrive à un prix au-delà duquel on ne va plus acheter le produit, mais là, on est prêt à l'acheter. Et donc là, 23 €, donc c'est un peu plus, en fait, je suis prêt à mettre un peu plus que 23 €, mais on navigue autour de son consentement à payer, et le consommateur, quand il commence à réfléchir, et implicitement, il le fait quand il achète un produit, hein, même si ce n'est pas explicite, il a un consentement à payer. Et dans mon exemple, là, j'ai pris donc un peu plus que 23 €, mon CAP de 26 €. Et donc, je reviens à mon schéma de départ. Au-delà de 26, je ne vais pas acheter le produit. Et en dessous de 26, j'achète le produit. Donc, ça veut dire que dès qu'on observe un achat à un prix fixé, on voit si le consommateur avait un consentement à payer au-dessus du prix de vente, et on ne sait pas exactement quel était le consentement à payer. D'où l'idée de mettre en place des mécanismes incitatifs en disant, mais si le prix est tiré au hasard, c'est-à-dire que je vous demande d'acheter un produit, et si le prix de vente est tiré au hasard, eh bien, j'explique au consommateur qu'il a intérêt à me dire la vérité. Je vous donne, ça c'est un exemple de mécanisme qu'on met en œuvre dans les expériences de marché expérimentaux pour faire en sorte que le consommateur soit obligé de dire la vérité. C'est-à-dire que je peux faire l'exemple, avec Fabrice, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un téléphone, bon, c'est pas du dernier cri, c'est les anciens téléphones Nokia, mais c'est très très bien parce que ça ne fait que téléphoner. Et j'y tiens beaucoup à ce téléphone-là. Mais je te le recommande parce que si un jour tu as besoin d'un autre téléphone, tu as perdu le tien, eh ben, ça vaut le coup de récupérer ces anciens téléphones. Et donc je te propose de me l'acheter, là, maintenant, aujourd'hui. Attention, il va falloir que tu me l'achètes. Alors pour ça, c'est que ce que je vais faire, pour mon exemple, je vais écrire un prix sur ce programme, un prix de vente de mon téléphone. Tu ne le connais pas, tu ne le regardes pas si tu veux bien. Bon. Voilà. Il est écrit, non mais c'est pour vous montrer un peu l'expérience. Il est écrit donc sur ce programme, et maintenant, tu dois me donner ton consentement à payer. Donc si tu, à 0 €, tu peux prendre. Ah oui. Donc tu as bien un consentement. À 1000 €, je ne prends pas. Tu prends. Bon. Donc, le théorème de Rolle formel, il y a bien
tu as bien un consentement à payer à partir duquel tu vas plus me l'acheter. D'accord. Alors, quel est ton consentement à payer? Réfléchis bien, hein, il est pas mal. Hein, mais en fait, c'est de l'ancien modèle. En dehors du talent du vendeur, je dirais que jusqu'à 50 €, ça me paraît honnête. Donc, c'est un peu stable hein, sur les téléphones, vu comme les autres en général. Donc là, vous avez bien vu qu'il est. Mais tu sais que le prix, il est là. Ouais. Si le prix, il est supérieur au. Donc tu me dis, mettons 50 €. 50 €. Mais attention, si le prix est supérieur à 50 €, je ne te le vends pas. Oui. Si le prix est inférieur à 50 €, je te le vends à ce prix-là. Au prix qui est écrit. Si tu réfléchis bien, je vais vous expliquer rapidement le mécanisme, tu es obligé de me dire la vérité. Et c'est ça qu'on explique aux consommateurs. Donc, là, parce qu'en fait, alors je vous donne l'explication, puis après on va voir le prix qui est ici, c'est que si tu as mis, si tu m'as menti, hein, si tu m'as menti, c'est-à-dire que tu me dis, alors toi tu m'as dit, bon, imagine que tu m'as dit 26, on reviendra après sur 50. Tu m'as menti et tu fais, pour me faire plaisir, c'est-à-dire c'est le cas de mon vin bio de tout à l'heure, tu me dis 28. Hein, il est sympa ce gars-là, on va dire 28. En fait, je ne l'achèterai pas 28 dans la réalité, mais on lui dit 28 pour lui faire plaisir. Mais attention, moi et si le prix tiré au... Non, si tu me dis, excuse-moi, 29, hein, si le prix tiré au hasard est 28, donc si le prix qui est écrit là hein, est 28, je vais t'obliger à me l'acheter, d'accord? Et donc là, c'est pour ça que j'ai mis alerte rouge, tu vas repartir avec un produit qui ne te plaisait pas, d'accord? Donc tu t'as pris un risque, tu m'as menti, et résultat, tu repars avec un produit qui ne te plaisait pas, et tu l'as payé cher, tu l'as payé très cher. Hein? Le deuxième point, c'est que si tu me mens avec une valeur qui est inférieure à 25, d'accord? Eh bien là, si tu me dis 22, d'accord? Eh bien, si jamais le prix qui est écrit là, il se retrouve entre les deux prix, eh bien, tu vas être obligé de partir, tu vas avoir un regret, parce qu'en fait, tu m'auras menti, hein, d'accord? Tu m'auras menti, et puis, en fait, tu l'aurais bien acheté, et puis, manque de peau, j'ai tiré un prix qui n'allait pas, et donc tu m'as menti à la baisse. J'ai fait là, en l'occurrence. Tu as menti à la baisse. Voilà. Alors, donc là, maintenant que je t'ai expliqué le mécanisme, alors ça, on prend une demi-heure pour expliquer ça aux consommateurs, mais on explique le mécanisme et on leur dit, mais voyez bien, comprenez bien, alors on prend le temps hein, avec des exemples, etc., donc là j'ai pas le temps évidemment, mais comprenez bien que vous n'avez pas intérêt à mentir parce que à la hausse ou à la baisse, vous allez être perdant. Vous êtes obligé de dire la vérité. Alors je prends pas le temps, mais simplement il faut avoir ça en tête, c'est qu'on a des jeux comme ça, qu'on organise, de telle sorte que on explique aux consommateurs bien qu'ils sont obligés de dire la vérité, sinon ils risquent une catastrophe de leur propre point de vue quand ils sont dans un marché expérimental. Voilà. Alors le prix qui était, tu peux le regarder, et de toute façon je ne voulais pas te le vendre, donc j'ai mis 500 €. Je ne voulais pas me le vendre. Parce que j'étais prêt jusqu'à 100 en fait. Oui, alors moi je manipule le jeu, mais j'ai le droit de manipuler. Mais par contre, je n'ai jamais le droit de mentir. Dans les marchés expérimentaux, on ne ment jamais. Jamais, jamais. On peut mentir par omission, mais on ne ment jamais. Parce que, c'est la différence de l'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle, on s'autorise à mentir. Par exemple, on introduit des vins pirates en faisant croire que c'est un Tessac Léognan alors que c'en est pas un, tout ça. Non, non. Nous, on certifie aux consommateurs que tout ce qu'on dit est vrai. Absolument. Parce qu'on ne veut pas que cognitivement, il pense à autre chose, il ne répond pas à la question qu'on lui a posée. Donc il n'y a pas de mensonge. Vous voyez, j'ai jamais menti, je t'ai pas menti. Je t'ai dit que j'avais écrit un prix, simplement il était élevé, j'ai manipulé, mais j'ai pas menti. Voilà, ça c'est important. Oui, mais dans cette situation, il faut qu'il y ait un besoin d'acheter, un besoin de vendre. Non, non, il aurait pu. Et s'il n'y avait pas eu de besoin, non, je n'oblige pas. S'il n'avait pas envie, il mettait 0. S'il n'avait pas envie d'acheter mon téléphone. Il a quand même introduit un besoin. Non, je n'ai pas besoin. J'ai absolument pas. Alors, excusez-moi, j'ai été trop vite, mais je précise toujours aux consommateurs, si vous ne voulez pas acheter, vous avez le droit de ne pas acheter, vous n'êtes pas obligé, vous mettez des 0. Si vous mettez 0, je ne vends pas. Je ne l'ai pas dit. Je l'avais pas dit. Non, j'ai dit simplement que le consentement à payer était libre. Il pouvait être nul. Voilà. Puis là, on résume l'expérience, on a détaillé. On résume, excusez-moi.
je vous fais participer à des expériences qui prennent une demi-heure de présentation au tout départ. Donc, si vous donnez un peu l'idée du truc, en tous les cas, l'idée c'est qu'effectivement, si vous ne voulez pas du produit, vous le mettez zéro. D'ailleurs, on a beaucoup de zéro dans les marchés expérimentaux. Alors, voilà, donc il faut bien réfléchir avant de donner son véritable consentement à payer, et on a intérêt à dire la vérité en fonction de l'information dont on dispose. C'est ça qui est important, parce que évidemment, moi je vais jouer sur l'information que je vais donner sur un produit. Alors, je passe à mes expériences en laboratoire concernant le vin. Donc je vais vous donner quelques exemples un peu pour voir un peu ce qui se passe. C'est qu'on fait venir donc des consommateurs, vous voyez, là dans les analyses sensorielles, pour mesurer l'aspect individuel de consentement à payer des consommateurs. Et puis on sélectionne nos consommateurs en fonction de la question qu'on se pose, si on veut être représentatif de la population ou si on veut une population particulière pour tester un peu ce qui se passe. Alors, et vous voyez, on a des critères de sélection, c'est-à-dire qu'on prend des consommateurs très souvent réguliers de vin, qui sont acheteurs de ce type de vin que l'on veut tester, hein, et puis on évite ceux qui ne conviennent pas aux sélections qu'on désire. Voilà, le personnage interdit là. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des filtres de recrutement des consommateurs en fonction de la question que l'on pose. Alors après, les exemples que l'on a traités dans différents projets européens qu'on est en train de traiter à l'heure actuelle, projets européens ou régionaux, c'est par exemple, alors on en a parlé, il y avait les vins du réchauffement climatique, je pense qu'Alexandre Ponce en a parlé hier. Hein. Je vais vous donner simplement le résultat rapidement qu'on a en termes de consentement à payer. Nouveau vin de cépage résistant, on en a parlé, je vous en parlerai à la fin. Les résultats qu'on a. On a aussi testé, là j'en parlerai pas, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire deux mots, les vins nature, ou les vins plutôt réduction des sulfites, sans sulfite ajouté. Hein. Ce matin on parlait des sans sulfites, mais c'est pas sans sulfite les vins, c'est sans sulfite ajouté dans les allégations qu'on a le droit de mettre pour les vins. Parce qu'il y a toujours des sulfites dans les vins, de toute façon. Et puis aussi tous les conditionnements étiquetage, l'influence du consentement de l'étiquetage, vente directe en œnotourisme, et consommation, évaluation et interaction sociale. Ça, c'est des sujets qu'on n'a pas encore traités, mais qu'on va traiter très prochainement. Alors, je vous donne des exemples donc, pour mon illustration. Donc là, je reprends l'exemple qu'on avait fait pour le réchauffement climatique, et là, c'était l'idée de dire, mais comment se forme le consentement à payer en fonction des caractéristiques purement sensorielles? Parce qu'il n'y a pas le consentement à payer, il est en fonction de toute une considération d'étiquetage, de caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques. Et là, on est dans les caractéristiques intrinsèques avec la vue, le nez et le goût. Sachant que chaque caractéristique d'un vin peut être un facteur valorisant ou un facteur dévalorisant et même plombant. C'est-à-dire que quand on parlait de consentement à payer nul de temps en temps pour un produit, eh bien, c'est peut-être une seule caractéristique qui a déclenché un consentement à payer nul. Et donc, c'est bien ça qu'il faut contrôler pas à pas. Et donc là, vous voyez, on a pris des exemples avec 4 vins. Ça, c'était pour la problématique réchauffement climatique. Hein, dans lequel on donnait l'appellation d'origine contrôlée. Je peux vous la dire, c'est le Saint-Émilion. On donnait simplement le cadre général au consommateur de l'appellation d'origine contrôlée. C'est-à-dire qu'on lui dit de quoi il s'agit, en gros. Hein. On dit simplement il y a 4 vins qui sont de cette appellation d'origine contrôlée avec le millésime. Donc on lui donne son cadre cognitif, c'est très important. Hein. Et après on distingue, on lui dit ben voilà, vous pouvez regarder les vins, vous pouvez les sentir et vous pouvez les goûter. Et on voit comment évolue le consentement à payer du consommateur. Alors là c'est les consentements à payer moyens que l'on a obtenus, l'évolution des consentements à payer moyens qu'on a obtenus, et qui nous a permis de distinguer des vins qui sont plutôt dans le style réchauffement climatique, je ne détaille pas, mais si vous voulez, je répondrai aux questions, ou des vins qui sont plutôt traditionnels avant le réchauffement climatique. Et donc là, on avait obtenu des vins qui sont un peu plus surmûris, un peu plus de degré d'alcool, etc., qui surplombaient le vin traditionnel de Saint-Émilion, en l'occurrence. Après, on a travaillé et on a inversé les préférences parce qu'on s'est aperçu que sur la durée, il y a une instabilité des préférences et on avait inversé complètement le consentement à payer des consommateurs par ces techniques de révélation directe du consentement à payer sans même avoir donné les prix aux consommateurs pour voir un peu quelles sont ces réactions spontanées individuelles. Alors après,
on peut se poser la question, mais quelle est l'influence de l'étiquette? C'est-à-dire que vous voyez, vous savez tous que la valeur d'un vin, si on parlait pour le consommateur, eh bien, il est influencé par tout ça, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez une étiquette traditionnelle que j'ai prise, vous avez d'abord le packaging, la beauté de l'étiquette pour les consommateurs, est-ce qu'il réagit ou ne réagit pas, l'AOC, enfin toutes les mentions qu'on a sur les étiquettes peuvent agir individuellement sur le consentement à payer, le fait que le vin soit bio, le fait qu'il soit nature, qu'il ne le soit pas, le fait qu'il soit sans sulfite ajouté, le fait qu'il soit là, maintenant il y a des allégations 0% résidus de pesticides, hein, ou des mentions sur la responsabilité de l'entreprise qui produit le vin, ça c'est encore autre chose, hein. Et donc il peut y avoir tout cet aspect influence de l'étiquette. Alors je vous donne simplement des résultats par rapport à ça. Dans une expérience qu'on avait faite il y a une dizaine d'années sur l'influence de l'étiquette sur des chardonnays, de Bourgogne avec un vin américain de Gallo, le chardonnay de Gallo traditionnel, enfin traditionnel, générique plutôt, excuse-moi, rien de traditionnel là-dedans, et un vin du Pays d'Oc, Et donc là vous avez un peu les résultats de consentement à payer avec les écarts types, parce qu'évidemment on mesure la différence qu'il y a entre d'un consommateur à l'autre, il y a une très forte hétérogénéité, hein. Et là par exemple vous avez les résultats de consentement à payer des consommateurs, suivant que le vin est du Pays d'Oc, vous voyez qu'il est quand même très en dessous du vin de Bourgogne à l'aveugle, en termes de consentement à payer révélé donc, hein. Et puis le vin de Gallo se situait finalement pas si distancé que par rapport au Bourgogne générique, hein. C'est quand même là on est dans l'AOC générique, un chardonnay standard de l'AOC Bourgogne. Voilà. Alors, vu l'écart type, vous voyez, c'est la barre bleue là, vu l'écart type, vous voyez que ça se recoupe à peu près, donc le vin de Gallo est un petit peu distancé, mais pas beaucoup à l'aveugle. Voilà. Alors après, vous prenez ces mêmes consommateurs, mais vous leur montrez l'étiquette. Hein, vous leur donnez plus d'informations. C'est comme le Nokia, ben, j'aurais pu dire, voilà, finalement, il se décharge toutes les 5 minutes. Si je te dis ça, tu vas descendre ton consentement à payer très très fortement. D'accord? Eh bien là j'ai montré les étiquettes aux consommateurs. Voilà. Et je leur ai dit, ben voilà, ça c'était un Bourgogne, ça c'était un Pays d'Oc, et ça c'était un Gallo. Alors vous voyez que l'évolution du consentement à payer, et puis après, je les autorise à regoûter les vins ayant connaissance de l'étiquette. Voilà. Et donc le résultat c'est ça, ce qu'on voit c'est ça, c'est que l'influence de l'étiquette très forte, alors c'était des consommateurs français, hein, je l'ai précisé parce que c'est important pour l'expérience en l'occurrence, c'est-à-dire que le fait de savoir que c'était une AOC Bourgogne a réélevé fortement le consentement à payer, alors que le vin américain, il a plongé, quoi. Il a plongé complètement en dessous du Pays d'Oc, après avoir vu l'étiquette. Donc il y a un effet très fort, un peu nationaliste de mes Français, en l'occurrence, hein, qui valorisait évidemment l'AOC par rapport au vin étranger. Et puis après, quand on leur donne toute l'information, et qu'ils sont obligés d'arbitrer par rapport au goût qu'ils aimaient finalement pas mal du vin américain, et bien ils revenaient à un certain équilibre, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que le vin de Gallo a augmenté et le vin de Bourgogne est revenu à des proportions un peu plus raisonnables. Vous voyez ce qui se passe et comment on essaye d'évaluer le consentement à payer des consommateurs avec de l'information qui va crescendo. Et ce qui nous permet de décortiquer un peu ce consentement à payer. Alors là, j'en viens à un point je reviens à un point méthodologique avec ce petit exemple. Si je vous pose la question, entre les deux ronds bleus là que vous voyez, quel est le rond bleu qui est le plus grand? Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, peu importe. Bon, naturellement, je pense que c'est celui de gauche, quoi. Hein. Je ne sais pas, c'est évident, quoi, non? Bon, alors évidemment, si vous vous rapprochez, vous verrez que c'est exactement la même, c'est le même diamètre. Alors, pourquoi je montre ce petit exemple qui est issu de l'économie comportementale? C'est de dire qu'en fait, on n'évalue pas un produit pris isolément. On l'évalue par rapport à d'autres produits, par rapport à son entourage. C'est-à-dire que si vous mettez un vin léger par rapport à un vin élevé, par rapport à un vin plus concentré, le vin léger va vous paraître trop léger et vous allez avoir une valorisation qui va être très très faible. Hein. Par contre, si vous le mettez en monopole tout seul sur le marché,
eh bien, il va avoir un consentement à payer, une valorisation qui va être pas si mauvaise que ça. D'accord? Et donc, ça, c'est une remarque qui a une importance parce que tout dépend donc des circuits de commercialisation, la valorisation par les consommateurs, tout dépend en l'occurrence du choix qui lui est proposé, hein, en fonction du type de commerce qui lui est proposé. Tout dépend de la variété du nombre qui lui est proposé. Et si le consentement à payer, normalement, il devrait être de façon absolue, de la même façon qu'on l'aurait mis à l'absolu, mais il ne l'est jamais. C'est-à-dire qu'il est toujours, relatif. La valorisation d'un vin par un consommateur est relative, est une notion relative. Et ça, on est obligé à ce moment-là de revoir ce qu'on a fait dans notre équipe, de revoir les mécanismes de révélation de consentement à payer. Alors bon, j'ai malheureusement pas le temps de vous faire de continuer avec mes petits jeux, mais le petit jeu que j'ai montré à Fabrice tout à l'heure n'est plus opérant à partir du moment où on fait cette remarque-là de valeur relative du consentement à payer. Et donc il faut inventer d'autres jeux. Et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'on est toujours à la recherche des nouveaux jeux qu'on explique aux consommateurs et dire, mais maintenant, si vous êtes dans une position relative, on vous propose un autre jeu et vous verrez que là, vous avez intérêt encore toujours à me dire la vérité. Et c'est là que les consentements à payer, quand on fait cette remarque avec des jeux en valeur relative, que les consentements à payer à zéro, ils tombent énormément. Et on a vraiment des choix de consommateurs beaucoup plus violents. Et qu'on a utilisé dans la dernière expérience que je vais vous montrer sur les cépages résistants. Alors, donc ça c'est une autre parmi toutes les expériences qu'on a fait récemment, cette fois-ci, sur les cépages résistants en Occitanie. Donc on a pris 80 donc, de la même région de production autour de l'INRA Pêche Rouge justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous savez que l'INRA Pêche Rouge fait des vins de cépages résistants et va commencer à les commercialiser. Et donc la question qui nous était posée, mais quelle est la valorisation des consommateurs en fonction de l'information dont ils disposent par rapport à ces nouveaux vins, entre guillemets, hein. Est-ce que vraiment ils vont être résistants, est-ce qu'ils ne vont pas l'être? Donc moi j'ai proposé ma technique basée sur les consentements à payer relatifs, pour voir un peu comment, en confrontation de ces 4 vins-là, donc vous avez 2 vins conventionnels. Alors je vous dirais, bon, je vous le dis tout de suite, d'abord 2 vins conventionnels standard. Ça c'est le vin de l'INRA Pêche Rouge, le conventionnel standard, en blanc, hein, c'est des vins blancs, parce que c'est là qu'on avait quand même une plus grande chance de réussite, parce que les vins rouges n'étaient quand même pas assez évolués sur le plan qualitatif. En conventionnel standard, et puis un vin produit tout à côté, un conventionnel premium, très nettement, enfin, pour moi qui était supérieur sur le plan qualitatif, en tant que consommateur lambda. Je suis pas dégustateur professionnel, mais enfin, je l'ai vraiment ressenti, et on l'a sélectionné en tant que tel, sur le plan qualitatif. D'ailleurs, vous voyez la différence de prix, 4,70, 8,90, donc ça se retrouvait dans les prix. D'accord? Donc vous avez 2 conventionnels, une version qualité élevée, qualité basse, pour faire court. D'accord? Ça dit, tout est relatif encore. Hein. On peut préférer celui-là. Et alors après ça, on a mis une confrontation avec la méthode bio, un vin bio de la même région de production, tout à côté, voilà, à 8 €, et puis un vin cépage résistant, produit par l'INRA Pêche Rouge, qui était de la même typicité, entre guillemets, si tant est que ça soit possible de le faire. Mais a priori, c'était possible, et on a pu le vérifier. D'ailleurs, à mon avis, c'était surtout le vin bio qui était atypique, parce qu'en fait, il est très pionnier dans son goût, et c'est là que je me suis aperçu d'ailleurs que je n'aimais pas le pionnier, même personnellement. Il était un peu atypique, mais les 3 autres étaient vraiment comparables. Peu importe. L'important pour moi, c'était, en tant qu'économiste, de révéler ces consentements à payer, de comprendre quel est le consentement à payer des consommateurs, sans leur dire au départ que c'était un vin de cépage résistant, un vin bio, etc., pour voir un peu si, sur le plan, j'allais dire naturellement, si sur le plan organoleptique, il appréciait les vins. Alors, après, donc ça c'était la première étape de mon jeu, c'est-à-dire que je leur expliquais d'abord mon mécanisme incitatif, je vous passe, et puis de révélation des consentements à payer. Après, première étape, à l'aveugle. Donc vous avez le vin conventionnel standard, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit, le vin premium conventionnel à qualité élevée, le bio et le résistant. Vous les goûtez, vous les regardez, vous les sentez, et vous me donnez un consentement à payer. Attention,
au hasard, je tombe sur cette étape-là, vous devrez me payer et vous achetez, et les consommateurs, ils se seront engagés à vraiment acheter à un prix de tel. Si jamais le consentement à payer